Merci de nous rejoindre sur votre télévision au Katanga Territoire. Nous sommes en direct depuis la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci bien évidemment de choisir ces magazines Check-in qui vous permet de vous faire des idées précises sur les invités que nous recevons depuis un temps dans ces magazines, que vous apprenez bien évidemment à connaître, parce que ce sera la deuxième production d'aujourd'hui où on aura à recevoir quelqu'un de très bien connu ici à Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, voire même sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Michel Gracias Tuite, enseignant à l'ISP. Il est l'initiateur de la cérémonie récompensant les journalistes à travers la province du Katanga, Best View Award. La première édition a vécu l'année dernière, la deuxième se pointe à l'horizon. Il a été directeur général d'une chaîne de télévision ici à Lubumbashi, Héritage Télévision. Il est dans beaucoup de choses. Il est responsable de la fondation Gracias. Alors, ce sera avec lui qu'on aura le temps de nous entretenir pour ainsi vous permettre d'être bien évidemment fixé quant à la personne de Michel Gracias Tuite. Monsieur, bonsoir. Et merci. Bonsoir, cher Vini, et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors, nous vous recevons dans cette émission. Ouais. C'est la deuxième production. Comment vous vous sentez? Ça va très bien. Je pensais que l'émission... bon, en fait, je suis très honoré de savoir que je suis parmi les premiers invités de cette émission. Ce programme ici très important. Et donc, je suis très fier et je me sens très à l'aise d'y participer. Alors, il est évident que cette télévision est suivie à travers le monde, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans l'ancienne configuration Grand Katanga. Vous êtes quand même connu, mais ceux-là qui vous regardent pour la toute première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir quand on parle de Michel Gracias Tuite? Alors, comment je me présente? Et voilà, vous l'avez dit, je m'appelle Michel Gracias Tuite. Je suis... marié. Ah, vous savez, moi je toujours dit, c'est le plus gros titre, c'est d'être le mari de ma femme. Donc, je suis marié à Chancel Tuite, ma bienheureuse et bien-aimée femme que je salue. Et je suis père des familles. J'ai une licence en communication, en journalisme et des brevets en management d'entreprise et en marketing et en communication interne et externe. Et voilà, vous l'avez déjà dit, je suis PDG de Best View Communication, fondateur, initiateur de Best View Award, président de Best View Award. Voilà, journaliste, on les demeure à vie. Et qu'est-ce que je suis au-delà de ce que je n'ai pas dit? Je pense peut-être avec des questions, je pourrais me présenter dans ta voix là. Alors oui, je suis enseignant, j'enseigne à l'université, particulièrement à l'Institut supérieur pédagogique. Je suis assistant depuis 2016 et donc c'est depuis 2016 que j'enseigne à l'université. Voilà, j'aimerais qu'on commence notre émission par les journalismes. Ouais. Parce que j'ai appris que vous aviez commencé l'aventure dans ces métiers en étant élève. Dites-nous, c'était en quelle année et où comme ça? Alors, c'est à Kasumbalesa. Mon ancienne cité devenue plus tard commune et aujourd'hui ville, dont je salue le maire, André Kapampa, monsieur très humble. Et j'ai commencé, mon berceau de journalisme, c'est là-bas, avec Alain Lessama, paix à son âme. C'est là que je ne remercierai jamais assez des personnes comme Solange Chiloz, patron des Deo Gracias Radio, qui m'avait donné l'opportunité de m'exprimer pour mes premières fois au micro. En fait, l'aventure avait commencé, j'étais... Bon, enfin, il faut dire que j'étais pas encore dans la presse, présentation et tout. J'étais d'abord participant aux émissions Questions pour un champion, qui est présenté Lilas Nyota. Onema, oui, voilà. Alors, Lilas présentait l'émission Questions pour un champion, avec les Doris Suedi. Dans les compétitions, j'étais en 4e des humanités. J'ai commencé à participer. C'était plusieurs fois l'année scolaire, et puis on organisait des tournois interscolaires. Et il s'est fait que je l'ai raflé souvent.
des tournois qu'on organisait avec ceux de la Sozimiko, Kasumbalesa, Responsable Village et tout ça. Alors c'est comme ça que j'ai pris goût et le patron de la chaîne, quand il m'a entendu parler, quand je me débrouillais un peu, sans savoir que c'était aussi ma passion, un jour, Alain Lessarman qui me dit « Non, mais est-ce que, et si tu, voilà, tu faisais comme un stage et tu restais, j'ai envie de voir quel potentiel tu peux dégager. » Eh bien, moi, j'étais tout feu, tout flamme. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais dans une cabine publique pour un monsieur côté Bilanga. Et je quittais même à 23 heures, hein, parce que vous savez, à l'époque, quand on parlait Bilanga, c'était... là où toutes les affaires, c'était là. Et donc, il fallait garantir la communication pour les gens en 24 heures sur 24. Et parfois, il y a même des patrons, je me rappelle, des douaniers qui venaient me proposer que je passe nuit là-bas. Pour qu'à tout moment, s'ils ont besoin des unités, que je sois là. Mais quand j'ai entendu parler de l'opportunité radio, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui m'est passé devant. Ni l'argent, ni la cabine, ni quoi. Je me disais, waouh, j'ai enfin l'opportunité d'être devant la tige métallique que j'ai longtemps appréciée. C'est comme ça que je commence l'aventure et je présente mon premier journal télévisé, bon, un peu plus tard, hein, ça c'est en tant qu'élève, mais une année après, j'avais créé la Fondation Soleil d'Avenir. Les premières échéances électorales en 2006, une année avant, il y avait des candidats députés, je les ai réunis dans la salle de Gracias. Lessarman y compris, Gisèle Mbombo et tous les autres candidats. Et là encore, on était avec Lilas qui m'aidait encore à organiser ça. Et Infrapa aussi, je pense à lui notamment parce qu'on était avec lui, il était dans la salle. Oui, il était là. Chaque chose que j'ai organisée à l'époque, il était là en tant qu'ami. Il venait souvent parce que, bon, enfin, on étudiait dans la même cité. Et alors, c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'abord, pendant ces temps, j'étais juste comme stagiaire, mais je présente mon premier journal radio, mon jour anniversaire, le 4 septembre en 2006. Ah bon? Et que j'ai toujours considéré comme étant mes débuts dans la presse, mes vrais débuts dans la presse. Donc, les jours de votre anniversaire, les jours de mon anniversaire. Passez au micro pour présenter votre premier journal. Et c'était le journal de 6 heures juste. Et donc, il fallait que je quitte chez moi à 5 heures. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule comme aujourd'hui, de taxi. Moi, j'habite un peu au-delà de dépôt à Mani, en face du marché Kaboulou. Je vois. Alors, voilà. Donc, je suis chez mes parents. Et en tout cas, mes parents m'ont vraiment soutenu, sans condition, dans cette folie et passion. Parce que je me servais d'un vélo. D'ailleurs, la petite blague, c'est que ce vélo revenait de la dot de ma sœur Irène. Fraîchement, c'est moi qui étais venu à Lubumbashi prendre ça. Et quand je suis rentré avec, et il fallait aller, mon père m'a dit, OK, pour ton premier journal, pour ton aventure radiophonique, tu peux commencer à utiliser le vélo. Tu as un vélo, donc, pour des raisons de sécurité. Donc, imaginez, la route était très sombre. Je partais chantant même, j'étais tellement excité à l'idée de présenter mon premier journal. Et voilà, c'était fou. Et je me rappelle comme si c'était hier. Voilà, donc on comprend bien. Ouais. Que vous aviez commencé votre carrière de journaliste à Kasumbalesa. Oui. Et par quelle magie vous vous êtes retrouvé à Lubumbashi quand on sait qu'il y a quelques années, vous avez été même directeur général d'héritage à télévision. Dites-nous, ça s'est passé comment pour que vous atteigniez au moins ce niveau-là? Ah, il y a là, entre être directeur général de l'héritage et cette histoire de 2006, il s'est passé toute une vie. Toute une vie parce que j'ai commencé mon premier cycle universitaire à Kasumbalesa, les QCAS, Centre universitaire de Kasumbalesa, l'extension de l'UNILU. J'ai commencé le cycle là-bas. Premier graduat, je l'ai fait là-bas. Et puis, tout d'un coup, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit, ben, je sens que j'ai besoin d'aller à Lubumbashi. J'ai besoin d'aller. La motivation? Non, en fait, je voulais, sans fausse modestie, quelque part, je me disais au fond de moi, j'avais besoin d'un nouveau challenge. C'est un peu comme un joueur qui a besoin de changer de championnat. Oui, changer de championnat. Non, pas qu'il n'y avait pas de challenger, il y en avait. Mais il faut quand même être honnête. Je pense qu'à un moment donné, quand j'avais beaucoup donné, j'ai toujours pensé que plusieurs années plus tard, j'ai quand même eu un succès net là-bas. J'ai fait bien ce que j'avais à faire. Et je pense que j'avais besoin des nouveaux défis, des nouvelles, que je sente que je suis dans un terrain, surtout à l'époque, qui vient m'enseigner. C'est les Guy Keba, Maurice Kitoko. Quand ils nous enseignaient, ils nous disaient, bah, petit à Lubumbashi, en fait, l'idée, c'était pas de venir travailler. Pour moi, venir à Lubumbashi, d'abord, la plus grande motivation, c'était les études. Mais les études à l'UNILU, en SIC.
C'est comme ça que j'ai fini ma distinction en premier graduat. Par ailleurs, j'ai quitté là-bas et je suis rentré. J'arrive au niveau de l'UNILO. J'étais venu avec Martins, à l'époque, CP Kenani. Martins était déjà ici, je crois, une année avant moi. Il avait aussi eu un choix, pour le moins, disons-le, compliqué. C'était son domaine, mais il a commencé en médecine. Mais bon, je me suis toujours amusé à lui dire, mais toi, comment tu as atterri en psych? Parce que tu voulais être en médecine. Alors, la première nuit, je me rappelle, je la passerai avec lui, hein, dans sa maison de famille. Et puis, on va passer je crois, 2 prochaines nuits à la RCK, parce que c'est là que je vais poser mes valises pour parler de la presse. Donc, quand vous aviez quitté Kasumba Lessa, oui, pour venir poursuivre avec vos études académiques, oui, la première chaîne, c'est RCK, ici à Lubumbashi. Oui, effectivement. Et là, la première chaîne, c'est RCK. À la RCK, quand j'arrive, je suis en 2e graduat, directement. En fait, quand j'arrive à la RCK, avant même que je ne commence à fréquenter l'université, je suis retenu là-bas comme journaliste. Okay. Parce qu'il faut quand même dire qu'en même temps, par rapport aux exigences des formations, Kasumba Lessa, contrairement à ce que les gens pensent, c'était à l'époque, on n'a pas un cursus académique assez attitré pour être appelé journaliste directement. On n'est pas licencié en SIC et tout en journalisme. Mais en revanche, c'était à l'époque où les institutions, les organismes d'appui aux médias étaient vraiment financés. Je vois P.A. Sonam, surtout parce que vous étiez dans une radio communautaire. Absolument. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres radios. Pour d'autres radios, par exemple, oui. Alors, tout ce qu'il y avait comme formation, c'était la seule radio communautaire à l'époque. Donc, on avait toutes sortes de formations parce que c'est là, d'ailleurs, que je vais couvrir les premiers cycles électoraux, déjà en tant que journaliste. Et on m'enverra à Kinsenda, ma cité natale, parce que moi, je ne suis pas né à Kasumba Lessa, moi, je suis né à Kinsenda, Kitotwe. Et c'est après changement de fréquence, travail, mon père, on s'est retrouvé à Kasumba Lessa un peu plus tard. C'est vrai que j'étais trop jeune. Je commence Tuikatane. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, on nous appelait Tuikatane, moi et mon frère Cyril. Et donc, c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de formations, Panos Paris, il y avait beaucoup de formations du REMAC, il y avait beaucoup de types de formations avec beaucoup de brevets que je garde aujourd'hui qui nous remettaient à niveau par rapport au cycle électoral, la couverture des différents types de reportages à faire. Alors, je pose mes valises à la RCK. Là-bas, je suis retenu comme journaliste. Je trouve Madame Godingosa, qui était là comme directrice générale, les Giscard Kota, Régine Kassongo et tous les autres membres. Mais Martins, lui, il était déjà là. Dans la boîte. Dans la boîte, au fait. Et quand j'arrive, l'ambiance était très bonne. J'ai été très bien accueilli. On a commencé les travaux. Toujours passionné. Je pense que je me suis aussi très épanoui là-bas. Jusqu'en première licence. J'étais à la radio communautaire du Katanga. Jusqu'à ma dernière année, je pense, une partie de ma dernière année, j'étais là. Mais déjà vers le 2013, je commençais à travailler pour le journal école Monainchi de l'université Lubumbashi, que nous avons vu venir avec Panos Paris, Christian Konda qui était le responsable projet au niveau de l'université. Dommage qu'aujourd'hui les projets n'ont pas la même ampleur parce que c'était un appui extérieur, mais c'est le genre de projet, à mon avis, que l'UNILO doit et devrait absolument pérenniser parce que ça constituait un socle de pratique des formations de ceux qui venaient de SIC directement, au lieu de connaître des journalistes qui vont faire des stages à la Robank, et puis tout de suite après, il est déversé sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un bon cadre, Monainchi, des formations jusque-là. Et donc, ce n'est qu'après, le jour où j'ai des invités chez moi, c'est le jour de ma défense, c'est là que Josué Muyumba, qui était DG à Héritage à l'époque, m'appelle. Parce que l'histoire d'Héritage, quand ça commence, en fait, je suis parmi les sélectionnés qui devraient suivre une formation. Et on l'a suivi avec Ivan Béchétois avant de lancer la chaîne. Bon, mais fort curieusement, j'étais en 2e licence. Mes amis, les Rita Mungu, les collègues, les Francine Chansa, étaient partis sans moi. Ils sont même partis à Kinshasa pour une formation qui des Télé 50, B1 et RTNC. C'était quoi l'élément qui a fait en sorte que il y avait beaucoup d'histoires. Vous savez, quand les gens ne sont pas là, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent. Pour certains, j'avais été simplement et volontairement écarté par des gestionnaires de l'époque et tout ça. Mais bref, le jour où je défends, j'arrive à la maison
c'est là que je reçois l'appel de Josué Muyumba, qui m'appelle pour me dire Michel, vous êtes où et tout, est-ce que vous pouvez venir à Héritage? J'ai dit waouh! J'arrivais chez moi, vous savez, avec toute l'effervescence, tu viens de défendre tous les invités, toutes affaires cessantes. Les mots ici a trouvé sa place. Toutes affaires cessantes. J'ai plié mes clics-clacs et j'ai pris un moyen de transport, je me suis retrouvé à Ewabora. Mais sauf que, bizarrement, quand j'arrive, c'est les derniers jours où je vois Josué. C'est les premiers jours où je le vois. Et c'est les derniers jours où je le vois aussi, là-bas. Parce que il y a eu des petits soucis, conseil d'administration, comité de gestion. Allez, il est parti. Mais sauf que quand il part, moi, il me laisse à l'extérieur. C'est vrai, les collègues me connaissent. Mais qui reste, c'est Antumbi, c'est les autres, mais ils ne me connaissent pas. Mais on me laisse quand même. C'était pour que tu intègres. Oui, c'était pour que j'intègre, mais il ne me l'a jamais dit. Il ne m'a pas présenté auprès de la personne qui est restée. Mais mon nom était quand même quelque part dans les archives de médias comme étant un de ceux qui ont suivi la formation, parce qu'il semble que même Kiba Michintoa finalement était en train de demander, mais le petit là, avec qui vous étiez, parce que nous on faisait des exercices, même des lectures. Hein, comment lire République? On dit République, pas République. Donc, vous savez, le vieux Kiba Michintoa, c'était une grande rigueur. Et comme il avait reçu des injonctions des avis d'excellence auprès du promoteur de la chaîne, il voulait que ce soit une jeune équipe très costaud. Et bon, là-bas, j'ai tout été. Hein. J'ai été collaborateur extérieur parce que tu viens d'arriver, journaliste, secrétaire des rédactions. En tout cas, j'ai respecté tout ce qu'on me confiait comme tâche. Rédacteur en chef, directeur des programmes. Et c'est comme ça que, en fait, il y a que le poste de directeur technique que je n'ai pas occupé à Héritage. Sinon, j'ai tout fait. Alors, avec cette passion, parce que quand on scrute votre parcours, on se rend compte que vous aviez cette passion dès les bas âges, vous aviez eu des formations jusqu'à avoir les diplômes de licence en journalisme. Vous vous retrouvez à Héritage, où vous avez été tout, à en croire vos dires, et quand vous devenez directeur général, c'est la sommité dans une entreprise médiatique, mais après quelques temps, vous partez. Qu'est-ce qui s'était passé pour que Michel Gracias, lui qui a respecté toutes les étapes, jusqu'à être là où il devait être, et du coup, il disparaît? Non, mais peut-être que, pour être bref, peut-être que je devais aussi être là où j'étais parti, en ce moment-là où je suis parti. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, j'ai toujours dit à qui veut m'entendre que moi, Héritage m'a beaucoup aidé. Héritage m'a beaucoup aidé. Je parle d'héritage en tant que famille, hein, parce que les individualités, moi, ça m'intéresse de moins en moins. Les erreurs individuelles ou personnelles, j'en ai fait, j'imagine, moi aussi. Et en fait, quand on est gestionnaire, on est soumis à beaucoup de critiques. Il y a certaines critiques qui peuvent arriver différemment aux oreilles des différentes personnes, et que sur base de ça aussi, on peut être appelé à prendre un certain nombre de décisions. Donc ça a été un choix délibéré pour moi à l'époque de démissionner de la chaîne, et ça avait coïncidé avec mes débuts déjà à l'ISP, mais en réalité, quand j'ai quitté Héritage, c'est pas que j'ai trouvé un autre travail et je me dis j'ai un bon boulot et voilà. Je rappelle qu'à cette époque-là, vous étiez les tout jeunes directeur général d'une chaîne de radio et de télévision. Oui, peut-être qu'il fallait aussi marcher sur les principes de... Parfois, il faut savoir quitter les choses avec honneur, et quand tout est bien, avant d'être une pierre d'achoppement ou avant d'être simplement les problèmes. Parce que pour moi, Héritage, l'équipe de l'époque, je peux dire, comme vous dites souvent en sport, c'était l'équipe de rêve. L'équipe des rêves. L'équipe de rêve, paix à son âme, le Muitaba, la Dream Team, voilà. Donc, parce que, non, mais il y avait beaucoup, cette effervescence, il y avait beaucoup d'énergie. Et vous savez, moi, j'étais non seulement le jeune directeur général, comme vous le dites, mais j'étais aussi jeune parmi mes collègues. Il y a beaucoup, c'était des aînés par rapport à l'âge. Mais déjà, c'est des choses auxquelles j'avais été préparé par Alain Lessarmant et à son âme, parce qu'à l'époque, quand il avait eu un accident, il est allé en Afrique du Sud pour des soins. Subitement, c'est moi qui étais secrétaire d'antenne à l'époque, c'était directeur d'antenne là-bas et tout, et j'ai commencé à prendre la gestion de la chose. Et je pense que chaque chose est arrivée dans ma vie pour une certaine raison. C'est pour ça que je dis, j'avais été préparé à ça. Il y avait le King David Banzé, il y avait beaucoup de gens,
les Fanfan Bitangila, il y avait des cerveaux. J'ai eu une des meilleures équipes et moi, je pense que je ne pouvais pas me plaindre. Je pouvais avoir des plaintes ailleurs, hein, pas sur les compétences des agents ou de moi-même. Le résultat était impeccable. C'était un bon résultat parce que déjà, en passant, vous avez parlé de sommité dans une chaîne, mais moi, je me sentais toujours aussi bien d'être journaliste sur terrain parce que c'est ce qui nous reste quand on... Un poste de DG, il vient et il s'en va. Et s'il y a un poste que un promoteur de chaîne ne peut pas vous enlever, c'est les fonctions d'être journaliste simplement. Exactement. Alors, c'est pour ça que je n'étais pas un DG sitting dans le bureau attendant des rapports. J'ai participé à chaque conférence des rédactions. Chaque conférence des rédactions, j'étais là, tout en n'étant pas rédaf, en n'étant pas directeur de programme, parce que je voulais, c'était ça mon domaine en fait. Et vous arrivez des fois d'influencer le déroulement des conseils, parce que vous êtes numéro 1 à cette époque-là, parce qu'on sait que dans une rédaction, quand il y a un directeur des informations et un rédacteur, c'est à eux de s'occuper, parce qu'on a l'habitude par moment de voir certains responsables s'infiltrer et par moment procéder de manière un peu orthodoxe. Il y a quand même des gens qui ont travaillé avec moi. Je pense, si je n'ai pas une courte mémoire, j'avais à l'époque, à un moment donné, eu comme Redaf Fanfa Bitangila, comme Redaf à notre moment King David Banzé. Vous connaissez mieux ces gens-là peut-être que moi. Je ne sais pas si vous me voyez dicter tellement de choses à quelqu'un comme Fanfan, qui ne soit pas rationnel, ou dicter tellement de choses à quelqu'un comme King David Banzé, qui a fait une des légendes de Best View Award de la première édition. Non, bref, ce que je voulais dire, c'est je n'ai pas fait ça. Je participais dans la rédaction comme tout le monde et c'était consensuel. Vous proposez les sujets. Je proposais des sujets. Et on pouvait vous donner des tâches. Non, on pouvait me demander, c'est différent quand on s'adresse à son DG, on ne lui donne pas une tâche, on lui demande. Parce qu'au fait, déjà... Est-ce possible de pouvoir faire ça? Non, est-ce possible, par exemple, les tâches, c'est quoi s'il y a certains sons, par exemple, je pouvais plaquer des sons. Ça m'arrivait, même moi, ça m'ennuyait. Parce qu'au fait, quand vous êtes DG, par-dessus tout autre partenariat que vous gérez avec les mondes extérieurs, c'est votre vie, c'est là-bas dans la boîte. Alors, je vais rester dans mon bureau assis à faire quoi? Les DG des maisons de presse qui me suivent et qui savent comment ça fonctionne, c'est pas un poste où vous avez tellement une longue administration, beaucoup d'emails à gérer comme dans une entreprise de communication outre que la presse. Non. C'est des fonctions qui doivent vous appeler à suivre au quotidien ce qui se passe. Des petites réunions internes avec les collèges dirigeants, les DIRPRO pour voir si la grille, il y a tout un travail à faire. Et moi, je ne voulais pas rester là à m'ennuyer. C'est comme ça que des fois, je pouvais dire à Rita, je veux que tu sélectionne-moi les sujets à l'international et moi, je vais travailler dessus, je vais les rendre. Je faisais ça. Donc, je ne voulais pas rester comme ça, sans rien faire. Et je ne pouvais pas dicter non plus pour une simple raison. Je vous le dis, et je le dis devant la caméra. J'ai été, tout ce que j'ai été à Héritage, je peux vous dire aujourd'hui, sans peur d'être contredit, que j'ai travaillé avec les mains les plus libres possibles. Les plus libres possibles. Personne ne me dictait l'angle à prendre dans un reportage. Personne ne pouvait dicter à ma rédaction la ligne voilà, comme c'est par exemple politiquement tel c'est ou bien religieusement, tu ne parles pas de ça. Niet. J'ai travaillé de manière tout à fait autonome et indépendante. Et ça, c'est une chose dont j'avais toujours rêvé. Parce que quand je finis mes études universitaires, j'ai critiqué, j'ai travaillé sur les rapports d'influence mutuelle entre la télévision louchoise et ses publics. Les professeurs Kassongo Paouli, un des membres de mon jury, parce que mon directeur c'était Tarsis Kassongo Mwema, et me poseront tous la question, mais c'est bien aujourd'hui, tu en parles comme ça. Demain, qu'est-ce que toi tu veux changer? Je me souviens encore de la réponse, j'avais dit, je veux rien promettre parce que j'ai vu mes aînés promettre des choses sur les campus et quand ils sont arrivés dans la presse, c'était totalement autre chose et la raison c'était la ligne éditoriale, ça dépend pas de nous, c'est notre boss. Alors j'ai quand même eu la grâce ou la chance ou les deux réunis de travailler dans un média qui m'a, entre guillemets, laissé faire. Vous demeurez journaliste, ça c'est une évidence, oui. Mais vous n'avez pas de maison de presse. Quand on peut creuser profond, on se rend compte que vous êtes non seulement passionné, mais aussi un véritable produit du journalisme, au vrai sens du mot. Ouais. Alors aujourd'hui, quand vous êtes là, regardant différentes télévisions, suivant différentes radios, c'est quoi l'image que vous avez des médias à Lubumbashi, au Congo de manière générale? Êtes-vous content de ce qui se passe ou soit êtes-vous déçu?
Bon, si je dis que je suis content ou déçu, je crois que le verre est à moitié vide et à moitié plein. Et ça dépend de ce qu'on veut défendre et ce qu'on veut condamner. Moi, je pense que essentiellement aujourd'hui, la presse dans notre province ou dans notre pays de manière générale, elle se refuse les développements technologiques, en fait. C'est mon constat. Elle commence à se réveiller, mais c'est un petit peu, je dirais, en retard, parce que les avancées technologiques aujourd'hui exigent des médias traditionnels un certain effort de migration. Donc, il faut qu'il y ait un peu des petites cellules de migration dans le média. Je parle des meilleurs IT, les bons informaticiens et des personnes. Il ne suffit pas de connaître Word, Excel, PowerPoint et tout le reste. Aujourd'hui, c'est connaître le réseau, connaître la création, la dimension web de l'informatique afin de pouvoir permettre à votre média, parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, vous avez votre rédaction à 8 heures, il y en a qui tiennent encore leur conférence de rédaction à 9h30 pour finir à 11h, alors que déjà, en fait, il y a, pour résumer, une crise d'adaptation, à mon sens. Et que certains médias commencent à créer, à mettre en place. Moi, je me rappelle à l'époque, le promoteur de la chaîne a émis les vœux qu'on aille sur satellite. Juste un exemple que je vous donne. Je m'y étais totalement opposé, même si finalement ça avait été fait avec BlueSat. Je m'y étais opposé. On est en 2015-2016. Je m'y étais opposé pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, on était en train de prendre l'élan de progression. Il fallait d'abord nous laisser asseoir un certain nombre de choses. La deuxième, c'est simplement cette raison-là d'exigence. Vous savez, la production financière d'un média, ce sont les annonceurs. De manière générale. Ce sont des partenariats, ce sont les annonceurs. Et moi, mes annonceurs, mes partenaires, je ne le vois pas à Tokyo. Je ne le vois pas à Beijing. Je ne le vois pas à Dublin ou à Berlin ou bien à Dakar. Ils sont ici sur la ville. À l'époque, j'avais les Jean de Dieu Moulinda qui m'a beaucoup soutenu. Jean de Dieu Moulinda avec ONG Salama qui passait comme une des pubs chez moi. C'est quelqu'un qui pouvait facilement m'appeler, me dire bon Michel, moi je dois te soutenir. Je soutiens ta gestion, je vois que tu fais bien les choses. Si tu as besoin, parfois il me disait même, si tu as besoin même d'une avance, pour autant de mois, question que ça t'aide à payer ton personnel, à faire ceci, tu peux envoyer, parce que c'est Linda qui gérait les commerciales à l'époque, tu peux voir avec, je vais régler ça. Et donc j'avais la chance quand même aussi d'avoir un espace commercial autour de moi comme celui-là. Depuis que vous êtes dans ces métiers, pouvez-vous nous dire aujourd'hui clairement qu'un journaliste au pays peut vivre de son travail? C'est possible, mais encore une fois, c'est toujours le même problème et le même refrain que l'on répétera. C'est l'adaptabilité. Vous savez, les journalismes, ce n'est plus la définition classique, je vais collecter, je vais traiter, je vais diffuser. C'est peut-être bien la même chose, mais c'est dans la manière qu'il y a des différences. Un journaliste qui a son blog, un journaliste qui a son compte et un journaliste qui n'a que sa rédaction et son micro, son studio, son editing place, je pense que les deux n'auront pas le même moyen de survie. Parce qu'il y a un journaliste qui sera financièrement très soutenu, très sollicité. Il y a un autre qui sera trop dans la plainte et dans la critique. Parce qu'il va se dire, ils ont crié et tout ça. Les critiques, c'est souvent l'arme fatale de faibles, parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de manière intellectuelle, alors ils essaient de se tirer vers le bas, mais pas seuls. Ils essaient de trouver d'autres potentielles victimes avec lesquelles descendre. Est-ce que c'est facile aujourd'hui qu'un journaliste vive de son travail? Je dis oui, c'est possible. Mais il faut que le responsable des maisons de presse arrive à comprendre qu'aujourd'hui, le journalisme est un métier très exigeant. Les journalistes donnent un petit peu beaucoup, surtout aujourd'hui avec les risques de fake news qu'on a, avec l'intelligence artificielle, tous les défis de scoop qui sont là, parce que pendant que vous couvrez un élément à l'Assemblée nationale, ça passe en direct sur YouTube, sur les comptes privés de quelqu'un, ça passe en direct, vous avez un événement, vous couvrez, pendant que vous attendez rentrer à la rédaction pour que votre rédaf corrige 2 ou 3 fois, ça dépend, mais il y a quelqu'un qui a lancé ça de manière brute sur les réseaux, et les gens commencent à aimer, ils sont dans les goûts du brut, d'un traitement très raffiné, 10 minutes 30 secondes qu'on a appris de manière professionnelle à l'université, 1 minute 30, un reportage, les formats, les choses sont devenues hyper flexibles aujourd'hui dans cet univers, et donc il faut de la flexibilité de la part de cet agent-là qui s'appelle journaliste, et ce n'est qu'ainsi qu'il peut gagner sa vie. Moi,
À l'époque où j'étais journaliste, je me suis marié, j'étais journaliste, j'avais pas un autre travail. Et je peux vous le dire, encore autre chose, je n'ai jamais demandé des kawama à qui que ce soit jusqu'au moment où je vous parle. Mais ce n'est pas que j'en ai jamais bouffé. Je dis simplement que je n'en ai jamais demandé. Parce que j'ai toujours pensé que si vous terminez votre travail par la traditionnelle phrase du maintenant je vais partir, ok, on dit ok, au revoir, bon, ça va, on va se voir la semaine prochaine. Et vous inventez 5-10 façons de dire au revoir. L'idée, c'est dites clairement à la personne, j'ai besoin de transport, ou j'ai besoin d'argent, ou pour que ton élément passe chez nous, il faut que tu payes. Parce que généralement, c'est qu'on ne dit pas dans l'hypocrisie, on arrive, on va saucissonner l'élément parce qu'on n'a pas reçu, ou selon qu'on a reçu plus, on n'a pas été satisfait selon sa prévision. Voilà. Donc, je pense que si vous êtes encore un journaliste qui a ce genre de pensée, c'est difficile de gagner sa vie comme ça. Parce que il faut qu'on vous donne la valeur. Il y a une différence entre un journaliste qui est parti couvrir un événement, parce que c'est une info, et un journaliste qu'on a appelé pour la couverture de cet événement. C'est comme ça que parfois, il y a des gens qui font des listes et on pose des questions. Est-ce que vous avez été contacté? Et les journalistes, j'en vois beaucoup, on est là, on dit oui, est-ce que le journaliste a besoin qu'on l'appelle? Non, l'appeler exige une dimension de crédibilité. C'est vrai, vous allez dire à un journaliste, on ne l'appelle pas, mais parmi vous, il y a des amis qu'on invite et qu'on appelle. Donc, il faut simplement migrer, quitter de l'univers de ceux qui se pointent pour aller vers le monde de ceux que l'on appelle à des rendez-vous. C'est aussi important parce que quand on t'appelle, tu es en droit de dire, voilà, pour tel, déposer des jalons d'exigence et tout ça. Donc, c'est possible de vivre de ce métier. Ça dépend de votre passion et comment vous orientez votre focus ou votre vision. Alors, aujourd'hui, si on peut poser la question à Michel Gracias. Il est journaliste. Il a œuvré, mais depuis un temps, il est dans autre chose. Oui. Mais s'il y avait quelque chose à refaire dans votre parcours, dans le domaine du journalisme, ça serait quoi? Alors, s'il y avait quelque chose à refaire dans mon parcours, je pense que excusez-moi, mais j'ai aimé la quasi-intégralité de ce qu'a été, ou de ce que est, parce que c'est pas encore à conjuguer au passé, de ce que est ma carrière journalistique. C'est une entière autosatisfaction que j'assume, mais il ne manque jamais des imperfections. Qu'est-ce que j'aurais amélioré? Déjà que j'ai travaillé ici à Lubumbashi pour une seule radio, la RCK, pour une seule télé, Héritage, pour un seul média en ligne, c'était Mwananchi, comme journal école. Je pense que j'ai quand même amélioré et j'ai quand même diversifié un peu mes talents à travers ces 3 différents supports médiatiques. Mais j'aurais bien aimé, peut-être si la question est de me demander ce que j'aurais aimé vraiment parfaire ou faire, je pense que j'aurais quand même aimé, j'ai toujours eu un goût d'inachevé, même si ça avait été ma décision de partir, j'ai toujours eu un goût d'inachevé de ce qu'étaient les pensées dans ma tête concernant Héritage et le journal école Mwananchi. Parce que quand le recteur Kishiba est arrivé, j'ai eu des échanges à l'époque avec lui, il m'a même soumis à un test d'articles et tout ça. Là aussi, si je cite les 2 médias, c'est par rapport à leur création, la chaleur que ça avait. J'étais là, j'ai vu comment Mwananchi est né, j'ai vu comment Héritage aussi est né et comment on progressait, parce qu'à Héritage, je suis celui qui a présenté le tout premier journal télé de Héritage, qu'on passait en différé, et j'ai cette image, et au moment où on commençait à redresser les choses et ça prenait une autre allure, bon, il s'est passé tellement de choses et c'est allé tellement vite et j'ai dû quitter le bateau, mais je pense que très sincèrement, je le dis, je l'ai toujours dit, et j'aurais aimé continuer un petit peu plus ce que j'avais commencé et cet élan-là, parce que je vous l'ai dit, c'est pas des talents qui manquaient, on pouvait faire un peu plus. Je dis pas que ceux qui sont là ne font rien, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, le journal école, je crois que c'est le journal qui était le journal le plus lu de la ville et même de la province, parce que moi-même, j'organisais sa distribution à travers les autres villes. Il y avait des gens qui allaient distribuer à Kasumbalesa, Kipushi, Likasi, Kolwezi, et c'était gratuit, et même à Kalemi, on envoyait des articles. Aujourd'hui, il y a des articles que nous avons produits, que j'ai produits par l'entremise notamment de Didier Macal et d'autres, qui sont même passés sur France 24. Notamment la question des phénomènes rapport avec la PCR, des photos inédites que nous avions personnellement prises et tout ça. Et donc, ça m'a émancipé, ça m'a ouvert. Ça s'est coupé aussi très très vite. J'aurais aimé que ça se prolonge un peu.
pas forcément pour des motifs d'argent parce qu'on payait, et à Héritage, pas forcément pour des motifs de position parce que j'étais DG. Mais l'expérience en soi était très formidable et je suis à jamais reconnaissant envers Christian Konda pour les journaux à l'école qui m'a beaucoup appris, qui a continué à me soutenir même après. Et l'ASBL Nabi Samuel House, promoteur d'Héritage, pour tout ce que ces gens ont fait pour moi. Je pense que même dans ce que vous appelez tout à fait autre chose, dans lesquels j'ai été, les secteurs pétroliers notamment, où j'étais administrateur. On va y revenir voilà. de manière et ça, brève. Là, c'est un monde qui demandait aussi beaucoup de contacts. Ces contacts, cher Vini, je les ai eus essentiellement quand j'étais dans L'Homme et son histoire à Héritage. Et donc, je suis resté très reconnaissant envers tous les membres de Nabi Samuel House, tous autant qu'ils sont. Et je pense que c'est quelque chose que personne ne saurait m'enlever pour cette reconnaissance-là. Et alors, ils m'ont présenté à beaucoup de gens, les Mendel, les Thomas Louaka, j'ai croisé le monde politique. Et avec la fameuse émission L'Homme et son histoire. Maïla, donc j'ai quand même rencontré des gens et que je rencontre à l'époque, Lambert Mende, et qu'on produise des émissions, j'avais trop peur. Et après, ils me disent, en tout cas, je sais que tu feras un grand journaliste, j'ai foi en ce que tu fais. Et lui, avec toutes ses critiques, j'avais peur qu'il puisse me déshabiller un peu mon honneur, mais il a été satisfait. Ça fait partie de la belle expérience que j'ai eue. Alors, de la presse à l'enseignement, ça s'est passé comment? Bon, j'ai parlé de Christian Konda, je ne peux pas parler de l'enseignement sans parler de lui. Dans ces côtés-là, c'est un vrai mentor. Parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi, d'ailleurs qui continue de croire en moi, parce qu'il y a des choses, je n'ai pas eu à beaucoup insister dessus. En fait, il m'a souvent soumise à certaines opportunités, et puis c'est pas quelqu'un qui m'a soumise à une opportunité et voilà, il est derrière pour, il te laisse faire, et puis il y a une certaine pression derrière, même en ce qui concerne mon 3e cycle que je suis en train de suivre, parce que je suis en train de poursuivre mon DEA. C'est une vraie pression. Elle peut être directe ou par personne interposée. Parfois, il s'énerve même. Quand tu ne réalises pas quelque chose, tu as l'impression qu'il te parle différemment, mais il compte sur ton intellectualisme pour comprendre qu'il n'est pas content de toi sur tel ou tel autre aspect. Et donc, c'est par son truchement, notamment quand il était directeur administratif de l'ISP, après avoir été chargé de communication à l'UNILO, professeur ordinaire, bien sûr. Après toutes les formalités que j'avais fait précédemment, je suis à Héritage, assis dans mon bureau. Je reçois un coup de fil. Voilà, tu es où? Voilà, viens tout de suite à l'ISP. C'est comme ça que quand j'arrive, je trouve ma nomination, tout et tout, le numéro matricule, et je dis waouh. Comme on dit aujourd'hui là, c'est un autre jour. Alors c'était effectivement un autre jour, ce jour-là, et depuis lors, j'ai travaillé avec des collègues formidables, la chef des travaux Rachel qui m'a beaucoup soutenu parce que c'est quand même la seule personne avec qui j'ai beaucoup échangé. Quand je commence à l'ISP, c'est elle qui me reçoit, qui m'explique comment les choses fonctionnent un peu localement, et même jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est devenu, depuis 2016, août 2016. Jeune que vous êtes, il est vrai, vous êtes marié trop jeune, mais faire face aux étudiantes, par moment, il vous arrive, n'est-ce pas, de tomber dans les pièges des filles? Non, vous savez, je pense que je commençais par dire que le plus gros titre que je puisse avoir sur ces terres, c'est d'être le mari de ma femme. Je pense que j'ai tout dit. Okay. Le plus gros titre que je puisse avoir, c'est d'être le mari de ma femme. Néanmoins, ça ne manque pas. Alors, puisque vous êtes dans les néanmoins, alors comment je gère ça? Déjà, je pense que je finis ce que j'ai à faire et je ne suis pas du genre à engager beaucoup d'échanges et de conversations, mais je ne suis pas pour autant distant de mes étudiants ou étudiantes, parce que vous parlez spécifiquement des étudiantes. Non, j'ai un bon rapport avec mes étudiantes. Vous pouvez imaginer depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu des cas graves. Bon, si vous voulez me faire jurer s'il y a eu des cas graves ou pas. Non, mais je sais quand même vous assurer que c'est dans un rapport de profond respect. Et il y a des moments de détente que même, je suis pas les gens d'enseignants non plus qui est trop sérieux, qui enseigne. Et parfois, je relaxe un peu et puis je pose des questions. Il y a quand même un peu de détente dans la salle avant que je reprenne mes commandes. Mais je trouve que jusqu'ici, j'ai l'appréciation de mes étudiants et étudiantes. Et est-ce qu'il y en a qui ont essayé ou qui tentent de séduire l'enseignant? Je dirais pas non, mais je dirais pas oui, parce que je ne veux pas être prétentieux non plus. Mais en ce qui me concerne, je suis pas à prendre. Alors, vous avez dirigé Héritage. Vous aviez été à Kasumbalé, ça,
Radio Deo Gracias. Oui. L'année 2024, on a tous suivi l'annonce des Best View Awards et on a même vécu la première édition. Alors, quand on essaie de comprendre la Best View Awards, d'abord, on a comme l'impression que Michel Gracias étant visionnaire, étant, je ne sais pas moi, PDG, DG, a les soucis de reconnaître les mérites des journalistes. Et à la première édition, il y a eu autant de nominés, il y a eu autant de prix remis aux lauréats. D'où vous est venue l'idée et où trouvez-vous les moyens? Parce que quand on peut avoir 15 nominés, chacun avec son prix, et pas n'importe lequel, ça demande des moyens. Dites-nous un peu l'idée à trouver naissance dans quelles circonstances, et pour matérialiser cela, vous êtes passé par quoi et où trouvez-vous ces moyens financiers? Alors, je sais qu'il y a une grosse spéculation, notamment sur la question du moyen et tout ça. Je vais d'abord commencer par expliquer la vision. Elle est née de l'idée qu'on peut s'autoprendre en charge. Vous savez, on a longtemps dit, vous savez, les journalistes, nous ne sommes pas une structure organisée, un peu comme les avocats. On a toujours pris l'exemple des avocats. Vous voyez les avocats, vous voyez le médecin, vous voyez. Et moi, je suis de ceux qui pensent, et ça je le redis souvent, j'espère qu'un jour il me croisera et il me donnera un petit cadeau, je parle de Gims, qui n'est pas forcément mon artiste musicien préféré, mais j'aime quand même la phrase dans Le Pire, sa chanson, le parti où il dit « Le pire, c'est pas la méchanceté des autres, c'est les silences de ceux qui font semblant d'hésiter ». En fait, il y a dans ce monde ici trois grands groupes, ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, mais au milieu, le pire sont ceux qui ne font rien, mais qui peuvent empêcher la mal de se produire ou qui peuvent contribuer à une avancée, mais qui ne font pas ou hésitent simplement. Quelqu'un m'a dit une fois dans une émission, est-ce que c'est avec Best View Award que vous allez changer les quotidiens de... Oui, je suis très mesuré quand je dis mes propos. Ce n'est pas Best View Award qui vient changer les quotidiens des journalistes. Ça vient réveiller la conscience des journalistes à travailler sur leur quotidien. Vous savez, quand on prime quoi? On prime la qualité du travail. Dans la qualité du travail, il y a la discipline et la rigueur d'une chose bien faite. Et si vous vous mettez sur cette ligne, vous m'avez posé précédemment la question, est-ce qu'un journaliste peut vivre de son travail? À condition qu'il prenne au sérieux ce travail. Aujourd'hui, pas que les journalistes, c'est parce qu'on parle de la presse. Tous les domaines de la vie, on vous dira ceci. Il y a l'argent, mais pourvu que tu sois sérieux. Aujourd'hui, il y a plusieurs DJ sur la vie. Un DJ, son budget mensuel, c'est 1 000 $. Il y en a un autre. Tout le monde sait que si vous l'invitez, il faut avoir au moins 2 000 $. En fait, c'est comme ça la vie dans tous les domaines. Le journalisme n'est pas exempté. Et donc, il faut prendre son travail au sérieux pour pouvoir espérer vivre de ce travail-là. Alors, la vision, justement, c'est le fait que c'est messieurs qui a aidé ou qui aident encore beaucoup de gens. Les musiciens, à travers les chroniques musicales, les sportifs, à travers vos émissions des rénaux, et les politiques, à travers des émissions de débat et même des interviews exclusives. Quand il se passe quelque chose, je connais des politiques qui n'hésitent pas à appeler les journalistes. Non, j'ai suivi ce qui se passe à l'Assemblée, j'ai suivi ce qui se passe au Sénat avec l'histoire immunité ou je ne sais pas tout ça. J'aimerais réagir. Pourquoi il aimerait réagir? Par votre canal. Il sait qu'il n'a pas de médias, mais il a les mots. Il faut qu'il monte sur vous pour qu'il puisse un peu monter aussi de popularité à ce niveau-là. Ces messieurs qui est, comme nous le disons un peu abusivement ou correctement, les faiseurs de rois, mais lui qui il est? On sait qu'à l'époque, même dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui allaient oindre les rois, comme le prophète Samuel qui est allé oindre David et tout. Mais ce n'étaient pas des pauvres, les prophètes. C'était des messieurs. D'abord, ils avaient une vie, c'est pas Dieu. Donc c'est comme ça, en fait. Si vous intronisez ces rois-là, vous devez plus ou moins être même des directeurs ou des ministres ou des conseillers quand même. L'écart est très considérable sur le plan de l'image. Et nous avons voulu, de manière pratique, quand vous avez parlé de prix, rappeler à tous ces gens que les journalistes aident et assistent, les opérateurs économiques, les politiques, venez. Mettez des moyens ici pour que l'on puisse récompenser ceux qui vous accompagnent au quotidien. Donnez 50 $, donnez ceci. Nous avons formalisé ça pour que ce soit, normalement ça doit être pour tous les opérateurs, un rendez-vous de gratitude envers la presse. Voilà comment on pense les choses. Donc déjà, la question est de savoir
Voilà, j'en viens à la question de moyens, mais excusez-moi. Alors, l'idée, c'est pas qu'une idée qui est venue de moi, qui a germé toute seule et qui s'est retrouvée à Tara via un certain 25 octobre 2024. Non. J'ai des gens, des amis que j'ai contactés, j'ai échangé avec différentes personnes. Je me suis croisé une fois avec Eric Chibamba à Montalas Hotel à Colombie, il est venu me voir. Je lui ai dit, mon cher, voici ce que je fais. Et sans hésiter, on a commencé à réfléchir là-dessus. On a ajouté les potentiels des ressources humaines, on a élargi, on a parlé, Patrick Mulunda, et c'est comme ça que j'ai commencé à échanger avec les gens. On a commencé à organiser des réunions préliminaires. Parce que Best View Award, comme l'indique le nom Best View, l'idée a germé au sein de l'agence Best View Communication. Okay. Mais comme Best View Communication, PDG. Oui, ce n'est pas forcément une histoire de journaliste, Best View Communication, c'est la communication dans son sens le plus large. J'ai accompagné un certain nombre de candidats à députés lors des récentes élections. Oui, malheureusement, certains ont échoué. Hein, parce que vous savez, quand vous êtes conseiller de quelqu'un, vous n'êtes pas son maître. Les conseils, on dit, c'est apprendre ou à laisser. Ouais, parfois, les conseils étaient bons, ça n'a pas marché. Parfois, les conseils aussi sont à améliorer de notre côté. Non, parfois, ce n'est pas que eux le mauvais. Parfois, même la stratégie de communication que nous avons mise en place en leur faveur n'a pas tenu compte de certains aspects. Et d'où, c'est des choses que nous allons tous améliorer prochainement. Alors, l'idée a germé là-bas, c'est comme ça que Best View aujourd'hui, c'est toute une équipe. Colombie a une, je ne dirais pas succursale, ou à une entité, au point que s'il y a des rendez-vous, moi, Michel, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller là-bas. Il y a toute une équipe, il y a Laetitia Massimango, il y a Jacques Chebel, il y a des gens là-bas, à Colombie, et ici, nous sommes là. Donc, d'où viennent le moyen? L'idée est de faire qu'il y ait l'idée initiale, les gens qui me proposaient, il faut demander aux journalistes de contribuer. Alors, toute idée qui va dans le sens de pousser les journalistes à faire rentrer sa main dans la poche, en tout cas, moi, je la prouve pas. Parce que je sais comment ça se passe. Les journalistes, Best View Award, ce n'est pas aller piocher dans les peu que le journaliste reçoit. Parce que si on veut rentrer dans la vie pratique de chacun, dans nos maisons de presse, il y a des choses à déplorer, il y a des maisons de presse où vous allez rentrer et vous vous demandez, les journalistes, s'ils sont encore là, qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai, la passion, mais au-delà de la passion, il y a une vie. Votre femme ne va pas attendre que vous puissiez rentrer dans un bon journal pour habiller le bébé des Pampers. Ce n'est pas un bon journal qui achète la poudre du bébé. Donc, à un bon moment, il faut aller au-delà de la passion pour être dans la vraie vie qui demande l'argent et les moyens financiers. Alors, pour être très pratique, répondant à votre question sur les moyens financiers, la première édition, nous avons reçu les soutiens de certaines personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus. Je ne les citerai pas tous, il y a des partenaires qui nous ont aidés. Vous avez vu ces jours-là des affiches, il y a sur les logos, de manière très claire, les logos des gens qui nous ont accompagnés. Entre autres, le gouvernement provincial, Joe Katanga, nous a largement accompagnés. Donc, Donc le gouverneur nous a accompagnés. D'ailleurs, il avait promis que ça sera un exercice régulier, il nous accompagnera toujours. Voilà, il ne reste que 3 minutes malheureusement, alors qu'il y a beaucoup à dire quand on a Michel Gracias, au vu de son profil. Alors, on a besoin même d'une semaine. Alors, dans les peu de minutes qui nous restent, vous êtes responsable d'une fondation, Michel Gracias. Je ne sais pas si vous continuez à diriger le personnel dans une station-service ou dans une station de service. C'est comment encore? Mérou, c'est ça? Non, Montemérou, malheureusement, depuis l'année dernière, je ne travaille pas avec Montemérou après 8 ans pratiquement de Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rompu le contrat. Vous résolvez les choses. Non, en fait, il n'y a jamais rien. Il y a toujours un choix, cher Vini. Dans la vie, il faut faire des choix. Parfois, certains choix sont simples, d'autres sont difficiles, d'autres sont irréfléchis, d'autres sont réfléchis, mais c'est quand même des choix qui sont les vôtres, qu'il faut assumer. Donc, depuis avant Best View Award même, je n'étais plus chez Léo. Donc, voilà. Le monde. Alors, les 2 minutes, on va poser de cette manière. Il y aura des questions directes et des réponses d'ordre de la main directe. C'est quoi votre plus grand souvenir dans la presse? Question difficile? Alors, c'est pas difficile. Mon plus grand souvenir. Le grand souvenir dans la presse. C'est la couverture électorale de 2006 en fait. Celle-là a été mon expérience la plus formidable parce que c'est. Voilà. Et les mauvais souvenirs dans la presse? Mauvais souvenirs dans la presse.
On va souvenir dans la presse quand même, il faut que je dise que c'est un reportage que j'étais allé faire à, comment ça s'appelle, Bel Air, pas dans Zout, il y a l'autre Bel Air, excusez-moi, oui, Caléja. Nous sommes en 2013, 2012 même je crois, 2012-2013, il y avait des troubles là-bas et on avait dépêché la police pour maintenir de l'ordre et nous sommes arrivés, j'ai failli être prise en sandwich entre les manifestants qui jetaient des pierres et la police qui pouvait aussi parfois même tirer à bout portant. Et j'étais allé là-bas en reportage, j'ai reçu des gaz lacrymogènes et il y a même, j'ai même frôlé une balle. Mais quand je suis rentré, vous savez, la balle là que j'avais frôlée, vous savez, j'avais mon dictaphone avec moi, j'étais à la RCK à l'époque. Et je suis rentré à la rédaction et j'ai fait ces reportages, je crois que je dois garder, je dois l'avoir jusqu'aujourd'hui. C'était une expérience un peu pas très bonne pour moi. Même si ça avait fait un bon reportage, mais bon, j'ai vu à quel point on peut passer de la vie à la mort en un laps de temps et ces souvenirs-là, ils me reviennent assez souvent. Voilà. Sur l'ensemble du territoire national, quelle est la chaîne que vous aimez le plus? Bon, sur l'ensemble du territoire national, j'ai une chaîne que j'aime, mais comprenez que je ne le dise pas. Parce Pourquoi? que je ne veux pas que ça serve. Oui, effectivement, mon choix, c'est de garder ma position de neutralité. Parce qu'en tant que président de BSVAWA, je ne veux pas qu'il y ait des raccordements frauduleux, que demain, c'est parce que le patron lui-même de BSVAWA, il est fan de tel média, donc comprenez pourquoi c'est telle presse. Je suis très honnête et je suis très clair là-dessus. Je l'ai, la chaîne que j'aime, mais j'aime les médias. Je crois que j'aime les médias qui émergent. Merci, on a compris. Merci de m'épargner. Alors, au pays, quel est votre journaliste préféré? Journaliste préféré au pays. C'est aussi une question difficile. Vous savez, vous êtes passionné, vous suivez toutes les chaînes. Je suis toutes les chaînes, mais j'aime, il y a des journalistes présentateurs et des journalistes... Journaliste présentateur, d'abord. Alors, journaliste présentateur. Ouais. Je pense que au pays, si on veut parler du journalisme, j'aime beaucoup ce que fait... Pourquoi rigoler? J'aime beaucoup ce que fait le prof Macal en tant que journaliste. Didier Macal. Ouais. Il va en profondeur avec ses sujets. Et... Je parle de la présentation. La présentation du journal, vous voyez la présentation du journal. Ouais. La présentation de quoi? D'émission ou du journal? Journal. Alors, si c'est la présentation du journal, je pense que à l'heure actuelle, en termes de présentation du journal, au pays, c'est peut-être à généraliser, mais si je vais revenir à ce que je suis... pour être là. Non, à Lubumbashi, meilleur présentateur du journal à Lubumbashi. Ouais. Bon, il y a Rebecca Faïla, elle présente bien son journal. Il y a, si on veut parler du journal télé, Charles Mouzavou, c'est un bon présentateur du journal. Marlène Seya, c'est une bonne présentatrice du journal, si vous parlez de Lubumbashi. Et voilà, au niveau de la République, si vous avez voulu que je pense que la fille de Mikouba, c'est qui a remporté à la ouais, ben pour moi, quand je subis ces éditions de journal, rien à dire. Pour moi, c'est actuellement, de mon point de vue, c'est la meilleure. Alors, actuellement, dans tout ce que vous faites, c'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'être au service des autres. Voilà le motif de la fondation. Mon plus grand rêve, c'est d'être au service des autres parce que je pense que c'est dans ce sens-là que Dieu vient en soutien à ma famille. Parce que moi, ma famille, c'est... Voilà, donc, je suis très chanceux de trouver ma femme, déjà par ce prénom qui s'appelle Chance. Je suis chanceux de la voir parce qu'elle m'accompagne dans ces projets de la Fondation Grâce à Sculpté. C'est elle la présidente, au fait. Moi, je suis là que par... voilà, président, mais c'est elle qui gère. Et je pense que mon plus grand rêve, c'est cette fondation-là. Et ce rêve est grand, et mon plus grand depuis avant que je me marie. Je pense que c'est une des conversations que j'avais avec elle quand on était en prétendance. Je dis, on aura des beaux enfants, on fera un bon foyer, mais
Mon plus grand rêve par-delà tout ce que je fais, c'est qu'à travers la fondation, je puisse être utile aux autres, le bien-être universel, quoi. Donc, quoi que je fasse, que j'essaie de contribuer à ma façon à rendre le monde meilleur, même dans n'importe quel coin où Dieu m'enverra. Voilà, donc chers tous, vous allez donc constater que nous sommes donc arrivés au cours de cet entretien où on a eu le privilège de recevoir pour ce deuxième numéro Michel Gracias Tuté. Avec lui, on a parlé à large sur sa personne et vous vous êtes fait des idées précises et je pense qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits. Alors, je pense après autant de mois, d'années, on aura peut-être la possibilité de les recevoir dans cette émission pour peut-être parler d'autres aspects. Il vit encore. Cher Michel, ce fut un plaisir de vous avoir dans cette émission. Un honneur, un plaisir partagé et laissez-moi saluer aussi tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. HK6 Radio Télévision, toute la famille, merci à vous. Nous disons mille merci à l'espace qui nous a accueillis, Nyang Hôtel et Restaurant. Nous sommes sur l'avenue Kabalo, tronçon compris entre Kambov et N'Djamena. Passez-y pour expérimenter nos services, vous ne serez jamais déçus. Alors, cher DG, j'ai l'habitude de vous appeler comme ça. La dernière partie de l'émission, on vous accorde 1 minute. 1 minute, décrivez la personne de Vini. Wow. Alors, c'est debout. Comment je décris Vini? Bon, si je dois te résumer en un mot, je dirais passionné. Parce que moi, j'ai connu Vini il y a des années quand même. Il y a des années. À l'époque, j'étais aux humanités. On était élèves, c'est ça. Et voir qu'on est là, juste côte à côte, en train de parler. Et quand je vois de plus près, je pense que de temps en temps, c'est devant la télé peut-être, mais en inbox, je sais que tu as reçu plusieurs fois des courts messages de moi pour dire à quel point je suis fier avec des personnes en fait que nous sommes devenus, chacun dans le domaine qui les concerne. Et je pense que tu es quelqu'un de très passionné dans ce que tu fais, surtout la constance d'opinion. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as fait face à beaucoup de... Vini, c'est quelqu'un en fait, je ne sais pas de Vini, je ne parle pas de toi. Vini, c'est quelqu'un en fait de très têtu en termes d'opinion. Voilà. S'il a son opinion côté gauche, vous pouvez être nombreux à aller côté droit, il va rester à son côté gauche. Et je pense que vous l'aurez remarqué à travers son travail et beaucoup de ses prises de position. C'est ça, Monsieur Vini. Voilà.